La soi-disant amitié de la Russie avec la Chine se heurte à un nouvel obstacle. Force de Sibérie. 2 forces de Sibérie. 2. Force de Sibérie 2, un vrai bouleversement pour la Russie? Et cette fois, il s'agit d'un important gazoduc qui était censé sauver Moscou. Économie. La Chine abandonne Vladimir Poutine en quittant l'accord sur le gazoduc. Après avoir misé sur Pékin et écarté l'Europe, Vladimir Poutine réalise que son plan de secours n'est peut-être pas si solide. Anna, qu'est-ce que cela signifie pour les relations entre la Russie et la Chine? Et est-ce que cela sera le coup de grâce pour la Russie? Aujourd'hui, nous allons explorer une nouvelle fracture de cette relation déjà fragilisée. Nous allons aborder le problème du pipeline, ses conséquences pour la Russie, et pourquoi la Chine semble saboter la dernière bonne volonté envers Moscou. Allons-y directement. Le gazoduc Force de Sibérie 2 est un énorme projet qui est en préparation depuis un certain temps déjà. Il était censé être le joyau de leur soi-disant partenariat sans limite. Un long cordon ombilical d'acier par des champs gaziers gelés de Sibérie occidentale traverse la Mongolie et atteint les marchés du nord de la Chine. Il était censé transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz chaque année et remplacer ce que la Russie vendait autrefois à l'Europe. Après des mois de battage médiatique, Pékin s'éloigne discrètement des points clés de l'accord. À son arrivée à Pékin en octobre, le Kremlin a veillé à ce que les caméras filment chaque sourire et poignée de main entre Poutine et Xi. Inséparables comme lors d'une séance photo, ils ont discuté du gazoduc et qualifié le nouvel accord de juridiquement contraignant. Les médias d'État à Moscou y ont vu une victoire, et la preuve que la Russie avait encore de puissants alliés. Mais lorsque les journalistes ont commencé à demander les chiffres, le prix que la Chine paierait, qui financerait la construction, quand cela commencerait réellement, soudainement, personne à Moscou n'avait de réponse claire, parce qu'il n'y en avait pas. La vérité, c'est que la Chine a refusé de s'engager sur un prix pour le gaz. Elle a refusé de s'engager à investir ou à fixer le calendrier de construction du gazoduc. Elle s'était pratiquement retirée des 3 éléments principaux qui font de ce projet, eh bien, un projet. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas un accord. C'est un refus poli enveloppé dans un langage diplomatique. Pour Pékin, c'est une affaire de business, mais pour Moscou, c'est vital, une nécessité. Moscou ne peut tout simplement pas se passer de ce pipeline. Pourquoi ? La Russie a quasiment perdu son marché européen du gaz après l'invasion de l'Ukraine en 2022. Des décennies de domination effacées en quelques mois. L'Union européenne, ancien principal client de la Russie, a fortement réduit ses importations, plafonné les prix et construit de nouveaux terminaux pour diversifier son approvisionnement en gaz. Moscou est passé de plus de 130 milliards de mètres cubes de gaz acheminés par pipeline vers l'Europe à une infime fraction de ce volume. Des routes clés telles que Nord Stream ont été fermées ou sabotées, et les bourses ont interdit les contrats énergétiques russes. Ce revenu annuel d'environ 60 milliards de dollars est tombé à 18 milliards en 2024. Cela a laissé un énorme trou dans le budget du Kremlin. Les taxes à l'exportation et les revenus énergétiques financent presque tout, des opérations militaires aux infrastructures, en passant par la santé et l'éducation. Avec la baisse des prix du pétrole et la diminution des ventes de gaz, la Russie avait besoin d'un acheteur, et la Chine semblait être la bouée de sauvetage idéale. Et pendant un certain temps, c'était le cas. La Chine a augmenté ses achats via le gazoduc Force de Sibérie, devenant ainsi le plus grand consommateur de gaz de la Russie. En 2024, cela représentait plus d'un quart des exportations de gaz par pipeline de la Russie. Les volumes augmentent, mais restent inférieurs aux achats européens précédents, donc la Russie cherche toujours à en obtenir davantage. Et les prix ? Eh bien, ils sont bien plus bas. La Chine a négocié durement, paye moins par unité que l'Europe ne l'a jamais fait, et s'est assuré que les conditions sur l'Iran soient favorables à ses propres industries. Moscou privilégie les alliances, tandis que la Chine agit différemment. Elle n'achète pas de gaz pour se faire des alliés. Elle cherche à obtenir le prix le plus bas et manipule la Russie habilement. Et en ce moment, alors que Poutine s'empresse de sécuriser ce nouveau gazoduc pour pouvoir vendre encore plus de gaz à la Chine, Pékin peut sentir la désespoir à des milliers de kilomètres. Chaque fois que la Russie dit qu'elle est prête à signer, la Chine répond « Discutons des formules de tarification ». Quand Moscou propose de lancer la construction, la Chine répond « Attendons l'évolution du marché ». C'est une vraie leçon de négociation quand l'autre n'a pas d'alternative. Les dirigeants de Gazprom peuvent évoquer la coopération stratégique autant qu'ils veulent, mais Pékin n'est pas dupe. La Chine a moins besoin du gazoduc Force de Sibérie 2 que la Russie. L'économie chinoise ralentit, et Pékin a déjà diversifié ses importations d'énergie. Elle achète de l'énergie en Asie centrale, au Moyen-Orient et aux États-Unis sous forme liquide. Elle a des options, pas la Russie.
Alors, que se passe-t-il lorsqu'une relation à sens unique rencontre la froideur de l'économie? C'est exactement ce que nous voyons maintenant. Un effondrement silencieux déguisé en progrès. L'annonce de Moscou concernant le protocole d'accord contraignant était censée ressembler à une avancée majeure. Cela montre en réalité la faiblesse de la Russie. Même les analystes russes reconnaissent en privé que rien n'a changé. Le gazoduc, disent-ils, reste un projet PowerPoint, de jolis graphiques sans budget. S'il est construit, ce qui reste incertain, les premières livraisons pourraient débuter vers 2030 ou 2031. Mais même dans ce cas, il faudrait encore 5 ans pour atteindre la pleine capacité. Autrement dit, la Russie ne toucherait sans doute pas de revenus de ce projet avant le milieu des années 2030. C'est très long. Sur le marché de l'énergie d'aujourd'hui, il n'est pas exagéré de dire qu'Elon Musk aurait probablement des Tesla volantes d'ici là. Pendant que la Russie tente de séduire la Chine, l'Europe a déjà remplacé le gaz russe. Le gaz naturel liquéfié des États-Unis, du Qatar et de Norvège comble le vide. En gros, l'Europe est passée à autre chose. Et pendant tout ce temps, la Chine n'est pas vraiment passée à autre chose. La Russie est désormais coincée entre les deux, gardant l'illusion d'une demande qui pourrait ne jamais arriver. L'ironie, c'est que le Kremlin a fondé sa stratégie économique d'après-guerre sur un rapprochement avec l'Est. Poutine a déclaré que si l'Europe refuse leur gaz, il le vendrait à l'Asie. Cependant, l'Asie n'en veut pas au prix souhaité par la Russie. Pékin dit essentiellement « Nous prendrons votre gaz, bien sûr, mais seulement s'il est vraiment bon marché, et seulement quand nous en aurons envie. » Donc la Russie est prise entre la fierté et la pauvreté. Et elle dépend trop de la Chine pour s'en éloigner, mais aussi trop des revenus pour tout céder à Pékin. Cela explique les retards et blocages dus à la surfacturation. Abordons maintenant l'aspect politique, car le feuilleton du gazoduc ne touche pas que l'économie. C'est un aperçu de la fragilité de cette soi-disant alliance. Lorsque Poutine et Xi ont d'abord déclaré leur partenariat sans limite en février 2022, cela ressemblait à un nouvel ordre mondial. Deux géants unis face à l'Occident, ayant signé des accords commerciaux, énergétiques et de défense. Les médias d'État chinois y voient de l'aube d'une puissance multipolaire, et le Kremlin parle d'une amitié gravée dans la pierre. Puis la guerre est arrivée. Au départ, Pékin a soutenu Moscou en refusant de condamner la Russie à l'Organisation des Nations Unies et en achetant plus de pétrole. Mais à mesure que la guerre durait et que l'économie russe s'effondrait, le ton a changé. La Chine limite ses exportations militaires, évite les sanctions secondaires et veille à ce que ces grandes banques n'aident pas la Russie à contourner les restrictions. En public, le langage essaie de rester poli, mais en privé, la distance a grandi. Aujourd'hui, il est clair qui dirige. La Chine n'est plus la partenaire de la Russie, mais son créancier, principal acheteur et partenaire à tous les niveaux. Ce déséquilibre apparaît dans chaque négociation. Les discussions sur Force de Sibérie 2 durent depuis presque 10 ans. Lorsque la première version du gazoduc a enfin commencé à acheminer du gaz en 2019 Moscou, s'en est vanté comme preuve que son pivot vers l'Asie fonctionnait. Même alors, la Chine a obtenu une forte remise, estimée 25%, inférieure au prix payé auparavant par l'Europe. Pékin a également structuré le contrat de manière à ne payer que le gaz dont elle avait réellement besoin. Cette flexibilité a permis à la Chine d'économiser des milliards et rendu la Russie dépendante. Maintenant, avec le projet Force de Sibérie, Pékin pousse pour obtenir un prix encore plus bas. Selon des sources du secteur, la Chine souhaite que le nouveau gaz soit livré à peu près au même prix qu'elle paie pour le gaz d'Asie centrale, qui est déjà parmi les moins chers au monde. Gazprom vit un cauchemar financier, ayant perdu presque la moitié de ses revenus d'exportation depuis 2022. La Chine le sait, et elle utilise le temps comme levier. Plus Pékin attend, plus la Russie devient désespérée. Lors des visites de Poutine à Xi en mai et octobre, les responsables chinois ont refusé de signer les conditions finales du gazoduc, réclamant des études de prix récentes. En somme, ils attendent que Moscou cède. Chaque visite finit pareil, avec des sourires, beaucoup de paroles, aucun progrès. Même la Mongolie, pays du gazoduc, perd patience. Oulan-Bator s'est vu promettre des emplois dans la construction et des frais de transit depuis des années, mais avec les retards constants du projet, ces promesses s'amenuisent. Pour ce petit pays entre deux géants, il est évident qu'il freine. La Russie doit choisir. Elle peut accepter les conditions humiliantes de la Chine ou voir son projet de gazoduc sombrer dans l'oubli. Les deux options sont douloureuses, d'où l'importance du mot « encore » dans notre titre. Ce n'est pas la première fois que la Russie et la Chine affichent une entente en public tout en se trahissant en coulisses. Le gazoduc est à la une, mais l'essentiel est l'éloignement grandissant entre la Chine et la Russie. Cela touche le commerce, la diplomatie, l'université et le langage discret du gouvernement. Ce qui se passe en ce moment n'est pas simplement un petit désaccord entre partenaires, c'est un lent et délibéré effritement d'une relation qui était déjà fondée sur la commodité, pas sur la confiance.
Explorons cela plus en profondeur et voyons à quel point la situation est réellement grave. Commençons par le commerce. Après les records de 2022 et 2023, lorsque les deux pays se vantaient d'un commerce bilatéral historique, les chiffres évoluent désormais négativement. Au premier semestre 2025, le commerce Chine-Russie a baissé d'environ 15%. Ce n'est pas un simple incident, c'est une correction. Les baisses les plus marquées concernent les secteurs qui symbolisaient autrefois leur synergie stratégique. Les exportations russes de métaux, de bois et de machines ont toutes été touchées. Les usines qui fabriquaient des biens pour la Chine réduisent leur activité ou ferment. Les mêmes entreprises qui se réjouissaient autrefois de nouveaux marchés en Chine font maintenant face à des commandes annulées et à des entrepôts remplis de marchandises invendues. Le message de Pékin est subtil mais clair, il se diversifie. Les entreprises chinoises remplacent discrètement les fournisseurs russes par des partenaires plus abordables et stables en Asie du Sud-Est, Amérique latine et Afrique. Pékin veille à ne dépendre d'aucun partenaire unique, ce qui est compréhensible économiquement mais reste un avertissement politique. La Chine dit à la Russie « Nous pouvons te remplacer quand nous le voulons. Pour Moscou, c'est dévastateur. » Le commerce avec la Chine devait prouver qu'elle pouvait survivre et prospérer malgré les sanctions occidentales. Pourtant, les données montrent le contraire. Les importations chinoises de produits russes baissent, mais la Russie dépend de plus en plus de la Chine pour l'électronique, les véhicules et les machines. Ce n'est pas un partenariat d'égal à égal, c'est une voie à sens unique, avec Pékin au volant et Moscou attaché, mais clairement pas maître de la direction. Et puis il y a la question des métaux, un coup qui est tombé discrètement, mais vraiment comme un coup de marteau. Pendant des années, la Chine a offert des subventions discrètes à ces entreprises d'État qui importaient des métaux russes. Ce n'était pas une politique publique, mais c'était compris. Ces incitations ont aidé les exportations russes d'aluminium, cuivre et nickel à survivre après les sanctions européennes et américaines. Sans subvention, l'équation aurait échoué. Seuls les soutiens de l'État rendaient les métaux russes rentables pour les acheteurs chinois. Récemment, Pékin a coupé ce lien sans annonce, avertissement ni explication. Les subventions ont disparu. Du jour au lendemain, les entreprises chinoises ont reçu l'ordre d'acheter au prix du marché, sans exception. Le résultat a été immédiat. Les commandes se sont effondrées, les marges ont disparu, et les producteurs russes se sont précipités pour trouver de nouveaux acheteurs. Flash info. Ils n'y sont pas parvenus. Cette décision a révélé à quel point la soi-disant alliance économique est en réalité fragile. Sans Pékin, l'industrie métallurgique russe s'est retrouvée au bord du gouffre. Les fonderies de Sibérie réduisent leur production, les compagnies minières peinent à payer les salaires, et les gouvernements locaux interviennent avec une aide d'urgence. C'est un effondrement lent, caché par la propagande, et un optimisme factice, et ce n'est pas qu'économique. Les signaux politiques sont tout aussi révélateurs. Lors du voyage de Vladimir Poutine à Pékin en mai 2024, la mise en scène était soigneusement orchestrée. Drapeaux, poignées de main, banquets, tout visait à afficher l'unité. Mais la déclaration conjointe a omis un mot, sans limite. Depuis février 2022, cette expression résumait leurs relations. Les deux dirigeants affirmaient un partenariat sans limite ni zone interdite de coopération. Cela visait à intimider l'Occident et à montrer l'unité de Moscou et Pékin face à l'influence américaine. Récemment, l'expression a disparu du texte, remplacée par une déclaration au langage plus doux et distant. La Chine évoque maintenant le non-alignement et la non-confrontation, qui sont plus que de simples formules diplomatiques. Ce sont des codes. Dans le manuel de Pékin, ce langage signifie la prudence. Nous ne sombrerons pas avec vous. Xi Jinping a même changé la façon dont il appelait Poutine. Il l'appelait autrefois son ami le plus intime. Maintenant, il le qualifie juste de bon ami et voisin. Ce n'est pas un hasard. En diplomatie, chaque mot compte. Le ton de la Chine s'est nettement refroidi, révélant une réalité plus profonde. Pékin refuse d'être entraîné dans le chaos de Moscou. La Chine est confrontée à un ralentissement économique, au chômage des jeunes et à la pression commerciale occidentale. S'aligner de trop près avec la Russie ne fait qu'aggraver ses problèmes. Xi ajuste sa position, affiche l'amitié devant les caméras, mais éloigne leur politique réelle. On peut aussi constater cette distance dans le monde académique chinois. En 2022, tout universitaire chinois critiquant la Russie risquait la censure. La ligne officielle était claire. La Russie était partenaire, l'Occident ennemi. En 2024, ce tabou avait discrètement disparu. Des voix influentes, telles que Feng Yuzhen et Shen Dingli, ont écrit que la guerre russe en Ukraine était vouée à l'échec et que Pékin devait éviter tout enchevêtrement stratégique. Et avant de les comparer à votre utilisateur préféré de Reddit, gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'universitaires quelconques. En Chine, des universitaires comme eux reflètent souvent la pensée de l'État. Ils sont autorisés à dire ce que la direction souhaite que les gens commencent à croire. Quand ils critiquent Moscou,
Cela montre que le gouvernement prépare le public à un changement. C'est la façon dont la Chine teste de nouveaux récits avant qu'ils ne deviennent une politique officielle. Et en ce moment, leur message est clair. La Russie devient un fardeau. Pékin refuse de lier son avenir à un pays soumis aux sanctions, défaites militaires et à l'isolement mondial. Que le public chinois en soit conscient ou non, il est subtilement conduit à voir la Russie non comme un allié fort, mais comme un contre-exemple. Le monde des affaires à Pékin prend le message au sérieux. Les grandes entreprises d'État réexaminent leurs contrats avec les sociétés russes. Des géants chinois comme Minmetal et Narinko, influents dans les matières premières et la défense, revoient discrètement leurs accords d'approvisionnement. Certaines révisions mènent à des annulations, d'autres à de nouvelles stratégies d'approvisionnement. Les commandes de cuivre, autrefois destinées à la Russie, sont désormais envoyées au Chili et au Pérou. Le nickel, autrefois importé de Sibérie, vient maintenant d'Indonésie. Même les fournisseurs militaires évitent maintenant les composants russes, préférant ceux de Corée du Sud ou de Turquie sans sanctions. Ces décisions, loin d'être spectaculaires, sont des ajustements techniques, révélant un changement plus profond. Un autre geste discret de Pékin en dit long sur la direction prise. La Chine aurait arrêté de fournir à la Russie des machines-outils de haute précision, équipements essentiels pour que Moscou maintienne ses industries. Pendant des années, les usines russes comptaient sur la technologie chinoise pour remplacer les machines occidentales perdues à cause des sanctions. Mais ce flux diminue aussi. Ildar Nuryov, propriétaire d'une grande entreprise de fabrication russe, a récemment affirmé qu'il est presque impossible d'importer des équipements de haute précision depuis la Chine. Les machines qui offraient autrefois une précision de 3 à 4 microns sont désormais inaccessibles, à moins que les acheteurs ne disposent qu'en de licences d'exportation spéciales, que presque aucune entreprise russe ne peut obtenir aujourd'hui. Nuryov a affirmé que l'exportation de machines achetées est devenue un cauchemar à cause des nouveaux obstacles et incidents créés par les autorités chinoises. Petit détail mais révélateur, Pékin ne fait pas que ralentir le commerce. Il renforce son contrôle et prend ses distances avec un partenaire qui devient plus un fardeau qu'un atout. Chaque mesure transmet un message subtil mais fort. Pékin choisit la stabilité de l'accès mondial plutôt que la loyauté envers Moscou. Leur amitié, jadis indéfectible, n'est plus que pragmatique. La Russie agit comme si rien n'avait changé, et les médias du Kremlin parlent toujours d'une relation historique. Poutine vante la coordination stratégique. Mais ces grandes phrases sonnent creux quand on regarde les chiffres, les politiques et le ton. Même dans les moindres détails, la distance se fait sentir. Les banques russes se sont plaintes de la lenteur des règlements de paiement de la part de leurs homologues chinois. Les règlements commerciaux transfrontaliers, qui prenaient des heures, prennent désormais des jours ou des semaines. Les contrôles douaniers chinois se multiplient, ciblant surtout les biens sanctionnés masqués en exportation civile. Officiellement, ce sont des contrôles de routine. Officiellement, il s'agit de contrôles de routine. Officieusement, ce sont des rappels de qui détient réellement le pouvoir. C'est comme si Pékin resserrait la laisse, petit à petit. Pas assez pour un conflit, mais assez pour rappeler à Moscou l'avantage. Pour la Chine, la relation est maintenant transactionnelle. Pour la Russie, c'est une question de survie. Ce déséquilibre transforme chaque négociation, accord ou séance photo en théâtre, rendant ainsi ce moment particulièrement significatif. Nous avons déjà vu ce schéma auparavant. Dans les années 1950, les deux pays se traitaient de frères jusqu'à ce que la rivalité idéologique les sépare. Dans les années 1960, ils se menaçaient avec des armes nucléaires. Dans les années 1990, ils ont renoué, mais aux conditions de la Chine. Dans les années 2020, l'histoire se répète. L'amitié débute par de grands mots et finit en discrète trahison. Ces fissures récentes sont importantes, symptômes d'une relation basée sur le désespoir et la méfiance. La Russie voulait un frère d'armes. Elle a eu un voisin prudent, acheteur d'énergie bon marché, mais réticent à partager le coût des ambitions de Moscou. La fin des subventions sur les métaux, la baisse du commerce et le changement de ton indiquent une seule chose, le partenariat fonctionne difficilement. Fait intéressant. Après l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie a été isolée des investisseurs occidentaux. Pour prouver qu'elle avait encore des alliés, elle a signé Force de Sibérie, un avec la Chine. À l'époque, Pékin a imposé ses conditions. Moscou a accepté un prix bas et la plupart des coûts de construction. Gazprom a dû s'endetter fortement pour financer le projet, les banques chinoises n'ayant offert qu'une aide limitée. Lorsque le gaz a finalement commencé à circuler 5 ans plus tard, Pékin n'a même pas pris la peine d'augmenter immédiatement ses importations. Elle a attendu que les prix mondiaux baissent avant d'augmenter ses achats. Le schéma était établi dès le début. La Russie agit, la Chine en profite quand ça l'arrange. Ça vous rappelle quelque chose? Ça recommence. La différence, c'est que la Russie est encore plus faible cette fois-ci.
Ses réserves diminuent, sa base technologique s'effondre et son isolement des marchés occidentaux est quasi total. Chaque accord raté, chaque retard rend cette faiblesse plus visible. La Chine, en revanche, a appris à jouer à ce jeu parfaitement. Elle bénéficie d'énergie bon marché, d'un atout géopolitique et d'une image neutre, sans rien sacrifier d'essentiel. L'écart économique est devenu embarrassant. Le produit intérieur brut chinois est environ 10 fois supérieur à celui de la Russie. Son industrie, sa technologie et son influence commerciale mondiale sont incomparables. La Russie devient juste un fournisseur de matières premières avec l'arme nucléaire. Même les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, autrefois vus comme contrepoids à l'Occident, montrent des fissures. La Chine domine ce groupe. La Russie tente de rester pertinente. Chaque sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ressemble à une séance photo pour Poutine, un rappel qu'il n'est pas aussi isolé qu'il ne l'est en réalité. Le déséquilibre apparaît aussi dans les détails. Les entreprises chinoises demandent un paiement anticipé aux partenaires russes. Elles exigent des garanties en yuan, pas en roubles, et évitent les risques à long terme. Même lors des foires commerciales ou des expositions, les produits russes datés sont relégués au second plan, tandis que les marchandises chinoises occupent le devant de la scène. C'est une humiliation silencieuse que Moscou ne peut pas admettre ouvertement. Même sur le plan politique, le contraste est tout aussi frappant. S'y dirige un système discipliné et méthodique qui privilégie la stabilité à long terme. Poutine dirige un État alimenté par la peur, la propagande et des arrangements discrets. Lorsque Xi regarde Moscou, il voit de l'instabilité. Toute décision du Kremlin est risquée. Toute promesse peut s'effondrer soudainement. Pour la Chine, cette imprévisibilité nuit aux affaires. Pire pour Moscou, cette distance est irréversible. La confiance est rompue. Même si Poutine propose plus de réduction ou cherche l'accord de la Chine, les fondamentaux resteront inchangés. La Russie est maintenant un partenaire subalterne n'offrant que de l'énergie bon marché et une politique risquée. Xi le sait, l'Occident le sait, et au fond, Poutine le sait aussi. En regardant vers l'avenir, la Russie fait face à un nombre limité d'options. Elle peut accepter les conditions de Pékin pour la puissance de la Sibérie, perdant argent et pouvoir de négociation. Elle peut retarder indéfiniment, risquant des répercussions internes et une crédibilité amoindrie à l'étranger, ou chercher de nouveaux partenaires. Les autres alternatives sont bien moins viables que la Chine. L'Inde, par exemple, achète un peu de pétrole russe, mais dans des proportions bien moindres. Les marchés africains et latino-américains existent, mais ne remplacent ni les milliards de revenus, ni les chaînes d'approvisionnement sophistiquées. Le Kremlin est prisonnier de la géographie, de la politique et de son arrogance, tandis que la Chine profite du soft power. En tenant la Russie à distance, elle renforce son image d'acteur pragmatique et fiable. Les dirigeants d'Europe, d'Asie et d'Afrique constatent que Pékin négocie calmement, privilégie ses intérêts et évite les conflits qui affaiblissent les autres. La Russie semble impulsive, dépendante et instable. La scène mondiale peut en tirer des leçons plus larges. L'effondrement de la coopération énergétique entre la Russie et la Chine est un avertissement pour les autres pays qui envisagent de dépendre de Moscou. Les accords avec la Russie peuvent la sembler rentables sur le papier, mais ils comportent un risque politique élevé. Les partenariats sont conditionnels, non garantis. Quand un partenaire comme la Chine a d'autres options, la partie la plus faible prend tous les risques. Tandis que la Chine s'éloigne prudemment de Moscou, d'autres pays en tirent leurs propres conclusions. L'Inde a agi prudemment. Elle achète du pétrole russe à bas prix tout en évitant une implication trop forte. New Delhi a renforcé ses liens de défense avec l'Occident, gardant ses accords énergétiques avec Moscou purement transactionnels. La rupture entre la Chine et la Russie met une chose en évidence. Lorsque les grandes puissances ne sont plus en phase, la meilleure stratégie est la flexibilité, pas la loyauté. La Turquie équilibre ses échanges avec la Russie, tout en se rapprochant de l'OTAN et en renforçant son influence en Asie centrale. Ces pays ne recherchent pas d'alliance idéologique, mais du levier, et la perte d'emprise de Moscou renforce leur position de négociation. En fait, plus la Russie semble faible et dépendante, plus les autres puissances régionales vont s'affirmer. Des pays comme l'Iran, le Brésil et l'Indonésie constatent cette situation. Ils calculent comment en tirer le meilleur parti sans hériter des problèmes de la Russie. Moscou était autrefois un pôle dans un monde multipolaire. Aujourd'hui, elle pourrait devenir un exemple à éviter, montrant les risques de miser sur un seul partenaire et d'échouer. L'histoire du pouvoir de la Sibérie 2 reflète la relation plus large entre la Russie et la Chine. La Russie se surestime, la Chine agit patiemment, Moscou vante ses alliances. Pékin veille discrètement à ce que la relation lui profite bien plus qu'à la Russie. Ce déséquilibre n'est pas temporaire mais structurel. Alors que le gazoduc est au point mort, que les écarts de revenus se creusent et que l'isolement international s'accentue, la Russie fait face à une vérité brutale. La Chine n'a jamais autant dépendu de la Russie que Moscou dépend de Pékin. Le pivot asiatique russe n'a jamais été un plan de sauvetage.
Et chaque négociation ratée, chaque retard, chaque refus poli le rend évident. Pour Moscou, cet échec touche l'énergie, l'économie, mais aussi crédibilité, pouvoir et réputation mondiale. C'est une leçon d'excès de confiance, un rappel que le partenariat exige un équilibre, et un avertissement que sourire devant les caméras ne change pas la réalité. Le monde voit la Russie réaliser à nouveau le prix d'être le partenaire subalterne d'un voisin plus fort et plus intelligent. Le gazoduc peut être retardé, les accords peuvent être reportés, mais la vérité est indéniable. La Chine mène le jeu et la Russie doit suivre, perdant ainsi non seulement un acheteur, mais aussi son filet de sécurité. Dans un monde où les alliés sont des investisseurs, une telle perte est fatale. Merci d'avoir regardé.